Le printemps de 1981 avait apporté à Saint-Romain-sur-Lignon cette douceur particulière qui fait naître l'espoir dans le cœur des habitants. Les cerisiers fleurissaient le long des chemins de terre battus, et l'air portait ce parfum délicat de renouveau qui fait oublier, l'espace d'un instant, les hivers rudes de l'Auvergne. Mais dans cette petite commune de Haute-Loire, où chacun connaît son voisin depuis l'enfance, quelque chose allait bientôt troubler cette sérénité apparente. Marie-Claire Dubois rajustait son châle en sortant de la boulangerie ce dimanche matin du 5 avril. À 62 ans, elle avait cette habitude de scruter chaque détail de son village, avec la tendresse inquiète d'une grand-mère qui veille sur sa maisonnée. Depuis 40 ans qu'elle vivait ici, rien n'échappait à son regard bienveillant. C'est pourquoi elle remarqua immédiatement l'absence des Moreau à la messe dominicale. La famille Moreau. Pierre, 38 ans, employé au petit supermarché Codec en bordure du village. Sylviane, sa femme, 2 ans de moins, qui s'occupait de leurs 2 enfants avec cette douceur particulière aux mères dévouées. Et puis il y avait Julien, 8 ans, et sa petite sœur Émilie, tout juste 6 printemps. Tous les 4 formaient ce que les anciens appellent une vraie famille, unie et discrète, présente aux moments importants de la vie paroissiale. « Vous avez vu les Moreau ce matin ?» demanda Marie-Claire à Père Étienne Morand, qui refermait les portes de l'église après l'office. Le prêtre, un homme dans la cinquantaine aux cheveux prématurément gris, secoua la tête d'un air préoccupé. « Non, justement, c'est inhabituel. Sylviane m'avait même dit vendredi qu'Émilie avait hâte de porter sa nouvelle robe à la messe. » Un frisson parcourut l'échine de Marie-Claire. Dans un village comme Saint-Romain, les habitudes sont sacrées. Les Moreau n'avaient jamais manqué un dimanche, pas même quand le petit Julien avait eu la grippe l'hiver dernier. Sylviane était venue seule, avec Émilie, en expliquant que Pierre restait au chevet de leur fils. L'inquiétude grandit au fil des heures. Lundi matin, quand Pierre ne se présenta pas à son travail chez Codec, son patron, M. Bertrand, téléphona chez eux. Le téléphone sonna dans le vide. Julien et Émilie ne furent pas non plus à l'école primaire du village. Madame Rousseau, l'institutrice, sentit son cœur se serrer. En 20 années d'enseignement, elle avait appris à déchiffrer les signes avant-coureurs des drames familiaux. « Quelque chose ne va pas », murmura-t-elle à sa collègue pendant la récréation. Les enfants Moreau sont toujours si ponctuels, si bien élevés. Sylviane me prévient toujours quand ils sont malades. Les nouvelles voyagent vite dans les petites communautés. Elles passent de la boulangerie à la pharmacie, de la pharmacie au bureau de tabac, portées par cette solidarité naturelle qui unit les habitants des villages ruraux. Chacun y va de sa théorie, de ses souvenirs, de ses impressions. Certains se souviennent avoir vu les Moreau le samedi soir, rentrant de leurs courses hebdomadaires à Le Puy-en-Velay. D'autres évoquent ce malaise général qui semblait peser sur Sylviane ces dernières semaines. Marguerite Vidal, la voisine la plus proche de la famille, sentait grandir en elle une angoisse sourde. Sa maison donnait directement sur le jardin des Moreau, séparé seulement par une haie de Troène. Depuis samedi soir, elle entendait les chiens de la famille, Rex et Bella, gémir et aboyer de façon inhabituelle. Ces bêtes, d'ordinaire si calmes, semblaient en détresse. « Mon mari pense que je me fais des idées », confia-t-elle à Marie-Claire mardi matin. « Mais je vous assure, ces pauvres bêtes n'ont pas arrêté de hurler. Et hier, j'ai vu que les volets du premier étage sont restés fermés toute la journée. Vous savez comme Sylviane aime faire entrer la lumière dès le matin. » Les femmes du village commencèrent à échanger leurs observations avec cette précision minutieuse que seule une communauté soudée peut développer. Chaque détail prenait une importance démesurée, chaque absence de signe de vie devenait un cri d'alarme silencieux. Mercredi, l'inquiétude se mua en véritable angoisse collective. Père Étienne, lui-même rongé par un pressentiment qu'il n'arrivait pas à définir, décida de se rendre chez les Moreau. Il connaissait la famille depuis leur arrivée au village, 3 ans auparavant. Pierre était un homme réservé mais travailleur. Sylviane, une femme pieuse qui ne manquait jamais les réunions du groupe de prière.
Les enfants, élevés dans la foi et le respect, étaient l'exemple même de ce que peut produire une éducation aimante. En s'approchant de la maison des Moreau, le prêtre remarqua immédiatement plusieurs détails troublants. Le courrier débordait de la boîte aux lettres. La Renault 12 blanche de Pierre-Haine n'était pas dans l'allée. Les volets du rez-de-chaussée étaient fermés, ce qui était inhabituel pour une famille qui aimait la lumière naturelle. Et surtout, ces gémissements incessants des chiens dans le jardin. Père Étienne frappa à la porte. Aucune réponse. Il contourna la maison, essaya d'apercevoir quelque chose par les interstices des volets. Rien. La maison semblait déserte. Mais quelque chose dans cette désertion n'était pas normal. Était comme si la vie était arrêtée brutalement, sans préparation, sans intention. Le prêtre sentit son cœur s'accélérer. Dans son ministère, il avait accompagné de nombreuses familles dans leurs épreuves, mais cette situation-là avait quelque chose de différent. Il y avait dans l'air une tension, une lourdeur qu'il n'arrivait pas à expliquer, comme si la maison elle-même retenait son souffle. De retour au presbytère, Père Étienne ne parvenait pas à chasser cette image de la maison fermée, de ces volets clos en plein jour, de ces chiens qui appelaient désespérément leur maître. Il se dirigea vers son bureau et, après une longue hésitation, décrocha le téléphone pour appeler la gendarmerie de Le Puy-en-Velay. « Bonjour, ici Père Étienne Morand, de la paroisse de Saint-Romain-sur-Lignon. Je voudrais signaler une situation inquiétante. Une famille de ma paroisse semble avoir disparu. » La voix du gendarme au bout du fil était professionnelle, mais bienveillante. En milieu rural, les forces de l'ordre connaissent l'importance de prendre au sérieux les inquiétudes des habitants, surtout quand elles émanent d'un homme d'église respecté. « Nous allons envoyer une patrouille, mon père. Pouvez-vous nous donner l'adresse exacte ?» Jeudi matin, 2 gendarmes se présentèrent chez les Moreau. Le brigadier Lenoir, un homme d'expérience qui avait vu défiler bien des drames familiaux, et son jeune collègue, l'adjudant-chef Durand, récemment affecté dans la région. Ils furent accueillis par Marguerite Vidal et Marie-Claire Dubois, qui avaient passé la nuit précédente à se relayer pour surveiller la maison. « Nous n'avons rien vu ni entendu d'anormal, » expliqua Marguerite, « à part ces pauvres chiens qui n'arrêtent pas de pleurer. Et puis, il y a cette odeur. » En effet, une odeur sucrée et désagréable commençait à s'échapper de la maison. Pas encore l'odeur de la mort, mais celle de la nourriture qui se gâte, de la vie qui s'interrompt brutalement. Le brigadier Lenoir fit le tour de la propriété. Toutes les issues étaient permises de l'intérieur. Les volets du rez-de-chaussée ne permettaient pas de voir à l'intérieur. Au premier étage, une fenêtre entr'ouverte laissait filtrer un rideau qui dansait mollement dans la brise printanière. « Il va falloir entrer », déclara-t-il à son collègue. « Vous restez dehors, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur. » L'effraction fut discrète, respectueuse. Le brigadier força la serrure de la porte de service à l'arrière de la maison. La porte s'ouvrit avec un grincement qui sembla résonner dans tout le village. Ce qu'il découvrit le troubla profondément. La table de la cuisine était encore dressée pour le petit déjeuner. 4 bols, 4 cuillères, un pot de confiture ouvert, du pain qui commençait à rassir. Dans l'évier, de la vaisselle sale attendait d'être lavée. La machine à laver, à mi-cycle, avait cessé de fonctionner, probablement faute d'électricité après que le compteur eut disjoncté. Au salon, les journaux du samedi étaient encore pliés sur la table basse. La télévision était éteinte, mais la position des fauteuils suggérait que la famille avait passé la soirée ensemble. Probablement à regarder l'émission du samedi soir. Tout était en ordre, trop en ordre peut-être. À l'étage, les lits étaient faits. Dans la chambre des parents, les vêtements de Sylviane étaient soigneusement rangés dans l'armoire. Ceux de Pierre aussi. Dans la chambre des enfants, les jouets étaient rangés au pied des lits, comme si Émilie et Julien avaient obéi à leur mère avant d'aller se coucher. Mais il manquait quelque chose d'essentiel. Les papiers d'identité, les livrets de famille, l'argent liquide que Pierre gardait habituellement dans le tiroir de sa table de nuit. Et surtout,
Aucune trace de la famille elle-même. Le brigadier Lenoir redescendit, profondément troublé. Dans sa carrière, il avait vu des suicides, des accidents, des fugues familiales. Mais cette situation-là était différente. Tout indiquait un départ précipité, mais pas un départ planifié. Comme si quelque chose avait poussé cette famille à partir immédiatement, sans préparation, sans même prendre le temps de finir leur petit déjeuner. Alors, demanda l'adjudant-chef, Durand, quand son supérieur ressortit de la maison. « Ils ne sont pas là », répondit le brigadier en secouant la tête. « Mais quelque chose me dit qu'ils ne sont pas partis de leur plein gré. » La nouvelle de la découverte se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Les Moreau avaient bel et bien disparu. Leur maison était intacte, leurs affaires en place, mais eux, ils étaient volatilisés. Père Étienne, qui avait assisté de loin à l'intervention des gendarmes, sentit son cœur se serrer. Il connaissait cette famille. Il avait baptisé les enfants, célébré le mariage de Pierre et Sylviane. Il ne pouvait pas croire qu'ils aient pu partir ainsi, sans un mot, sans une explication. Le soir même, dans la solitude de son presbytère, le prêtre s'agenouilla devant son crucifix et pria longuement pour cette famille disparue. Mais au fond de son cœur, une angoisse sourde lui disait que cette histoire ne faisait que commencer et que les réponses qu'il cherchait étaient peut-être plus proches qu'il ne l'imaginait. Les jours suivants allaient révéler des détails troublants qui ébranleraient les certitudes de toute la communauté. Car dans un village comme Saint-Romain-sur-Lignon, rien ne reste secret bien longtemps. Et parfois, la vérité peut être plus dérangeante que le mystère lui-même. Les semaines qui suivirent la découverte de la maison vide transformèrent Saint-Romain-sur-Lignon en un laboratoire d'angoisse collective. Chaque habitant scrutait ses souvenirs, cherchant le détail qui pourrait expliquer l'inexplicable. La gendarmerie avait établi ses quartiers au Café de la Place, transformant, établissement de M. Garcin, en un bureau d'enquête improvisé où défilaient témoins et curieux. L'enquête officielle, menée par le capitaine Bernard Roussel, un homme méthodique de la gendarmerie départementale, révéla rapidement des éléments troublants. La voiture des Moreau, cette Renault 12 blanche que tout le monde connaissait au village, avait disparu avec la famille. Mais plus étrange encore, aucune trace de son passage n'avait été relevée sur les routes principales menant hors du village. C'est comme s'il s'était évaporé, murmurait le capitaine Roussel en étudiant les premiers rapports. Les vérifications bancaires ne révélaient aucun retrait d'argent important dans les jours précédant la disparition. Le compte de Pierre affichait un solde modeste mais stable, celui d'un père de famille qui vivait au jour le jour sans se permettre d'excès. Sylviane Moreau avait grandi dans la région à une trentaine de kilomètres de Saint-Romain. Sa sœur, Monique, qui vivait à Clermont-Ferrand, fut l'une des premières personnes interrogées. La rencontre eut lieu dans la petite salle de réunion de la mairie, transformée en bureau d'enquête. Monique était une femme de 40 ans, aux traits tirés par l'inquiétude. Elle serrait un mouchoir entre ses mains tremblantes et regardait le capitaine Roussel avec cette détresse que seuls connaissent ceux qui voient leurs proches disparaître sans explication. « Ma sœur n'aurait jamais fait ça », répétait-elle entre deux sanglots. « Jamais elle n'aurait abandonné sa vie ici. Son mari, ses enfants, Sylviane était heureuse. Elle me l'avait dit encore la semaine dernière au téléphone. « Parlez-moi de cette conversation », demanda doucement l'enquêteur. Elle m'appelait tous les mardis, c'était notre habitude. Le mardi 31 mars, elle semblait normale. Elle me racontait qu'Émilie avait perdu une dent, que Julien progressait bien en lecture. Des choses de tous les jours, vous comprenez? Et puis, Monique hésita, cherchant ses mots. Et puis elle m'a dit quelque chose d'étrange. Elle m'a dit qu'elle se sentait observée, qu'elle avait l'impression que quelqu'un la regardait quand elle sortait faire ses courses, mais je n'y ai pas vraiment fait attention sur le moment. Vous savez, dans un petit village, on se sent toujours un peu observé. Cette révélation ouvrit une nouvelle piste d'enquête. Le capitaine Roussel commença à interroger systématiquement tous les habitants du village.
Il découvrit ainsi que plusieurs personnes avaient remarqué, dans les semaines précédant la disparition, la présence d'un homme inconnu qui semblait rôder aux abords du village. Marie-Claire Dubois se souvenait l'avoir aperçu plusieurs fois près de l'école, vers l'heure de sortie des classes. Un homme d'une quarantaine d'années, assez grand, toujours vêtu d'un costume sombre. Il avait une voiture, une berline foncée, mais je n'ai jamais pu voir la plaque. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'il ne parlait à personne. Il regardait juste, comme s'il attendait quelque chose. D'autres témoignages confirmèrent cette présence mystérieuse. Le facteur, M. Brun, avait croisé cet homme à plusieurs reprises sur les chemins menant au hameau où vivaient les Moreau. Il m'avait demandé le chemin pour aller à Le Puy, raconta-t-il. Mais quelque chose me disait qu'il connaissait déjà la route. Il avait cette façon de regarder autour de lui, comme s'il mémorisait les lieux. Plus troublant encore, Marguerite Vidal, la voisine des Moreau, se souvenait avoir vu cette voiture garée en face de chez elle le vendredi précédant la disparition. L'homme était resté là plusieurs heures, immobile, observant la maison des Moreau. « J'aurais dû m'inquiéter », se lamentait-elle. « Mais on ne pense jamais que des choses pareilles peuvent arriver chez nous. » L'enquête révéla également des éléments sur la vie privée de la famille qui ébranlèrent les certitudes du village. Pierre Moreau, ce père de famille exemplaire, cachait en réalité un passé plus complexe qu'il n'y paraissait. Avant d'arriver à Saint-Romain, Pierre avait vécu plusieurs années à Lyon, où il avait travaillé comme comptable dans une petite entreprise de transport. Son départ de Lyon avait été précipité, à la suite de ce que son ancien patron décrivait comme des irrégularités comptables. Rien de très grave, mais suffisant pour que Pierre préfère quitter la ville et recommencer sa vie ailleurs. Il n'était pas malhonnête, précisa l'ancien employeur contacté par la gendarmerie, mais il avait des dettes, des problèmes personnels. Je pense qu'il a paniqué quand j'ai découvert qu'il avait emprunté de l'argent dans la caisse pour régler ses factures. Il me l'avait remboursé, mais la confiance était brisée. Cette révélation jeta un éclairage différent sur l'installation de la famille à Saint-Romain. Pierre et Sylviane n'étaient peut-être pas venus s'installer dans ce village par choix, mais par nécessité, pour fuir quelque chose ou quelqu'un. Père Étienne, quand le capitaine Roussel vint l'interroger, sembla profondément troublé par ces révélations. « Pierre ne m'avait jamais parlé de son passé », admit-il. Quand ils sont arrivés au village, il m'avait simplement dit qu'ils cherchaient un endroit tranquille pour élever leurs enfants. Je n'ai jamais eu de raison de douter de sa sincérité. Aviez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans leur comportement ces derniers temps ? Demanda l'enquêteur. Le prêtre réfléchit longuement avant de répondre. Sylviane était venue me voir il y a environ 3 semaines. Elle voulait se confesser, mais d'une façon particulière. Elle m'a demandé si l'Église pardonnait aux gens qui mentaient pour protéger leur famille. Je lui ai dit que Dieu comprenait toujours les intentions du cœur, mais elle semblait très tourmentée. Vous a-t-elle dit de quoi il s'agissait? Non, elle s'est contentée de me demander de prier pour eux. En partant, elle m'a dit quelque chose d'étrange. Père, si quelque chose nous arrivait, promettez-moi de vous souvenir que nous étions une famille heureuse. Sur le moment, j'ai pensé qu'elle était juste mélancolique, mais maintenant, les recherches s'intensifièrent. Des battues furent organisées dans la campagne environnante avec la participation de dizaines de bénévoles du village et des communes voisines. Les chiens de la gendarmerie explorèrent chaque bosquet, chaque chemin de traverse, chaque ancien bâtiment agricole. Mais la terre de Haute-Loire gardait jalousement ses secrets. La voiture demeurait introuvable. Une Renault, 12 blanche, avec un autocollant du sanctuaire de Lourdes sur le pare-choc arrière et une petite éraflure sur l'aile avant droite, souvenir d'un accrochage au parking du supermarché quelques mois auparavant. Malgré les appels à témoins diffusés dans toute la région, aucune trace du véhicule ne fut retrouvée. Au village, l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Les habitants se regardaient avec suspicion, chacun se demandant ce que son voisin pouvait savoir ou cacher.
Les théories les plus folles circulaient. Certains parlaient d'enlèvement, d'autres de fuites organisées pour échapper à des créanciers. Les plus imaginatifs évoquaient des histoires de sectes ou de trafic. Mais c'est Madame Rousseau, l'institutrice, qui apporta l'élément le plus troublant de l'enquête. En rangeant les affaires scolaires de Julien et Émilie, elle découvrit dans le cartable du petit garçon un dessin qui la glaça d'effroi. Sur une feuille de papier blanc, Julien avait dessiné sa famille. Papa, maman, sa sœur et lui, tous souriants, devant leur maison. Mais dans un coin de la feuille, il avait ajouté une autre silhouette, un homme en noir, avec ces mots écrits de sa petite écriture appliquée, « Le monsieur qui fait peur à maman ». Le dessin fut immédiatement transmis au capitaine Roussel. Interrogé par la gendarmerie, l'institutrice expliqua que Julien avait réalisé ce dessin la semaine précédant la disparition, pendant un cours d'art plastique sur le thème « Ma famille ». Je lui avais demandé qui était cet homme, raconta-t-elle. Julien m'avait répondu que C était quelqu'un qui venait parfois voir maman quand papa N n'était pas là. Il m'avait dit que maman pleurait après et qu'elle leur demandait, à sa sœur et à lui, de ne rien dire à papa. Cette révélation bouleversa l'enquête. Sylviane Moreau recevait donc des visites d'un homme inconnu, visites qui la terrorisaient au point qu'elle en pleurait et qu'elle imposait le secret à ses enfants. Cet homme était-il le même que celui aperçu rôdant autour du village, et quel était le lien entre ces visites et la disparition de la famille? Le capitaine Roussel intensifia ses recherches sur le passé de Pierre Moreau. Il découvrit ainsi que les irrégularités comptables à Lyon étaient plus graves qu'il n'y paraissait. Pierre avait en réalité détourné une somme importante pour rembourser des dettes de jeu. Son ancien patron avait accepté de ne pas porter plainte à condition qu'il rende l'argent et qu'il quitte l'entreprise. Mais l'argent, Pierre l'avait emprunté à des personnes peu recommandables, des hommes qui n'avaient pas l'habitude de faire de cadeaux et qui savaient retrouver leurs débiteurs, où qu'ils se cachent. L'enquête prenait une tournure de plus en plus sombre. La disparition des Moreau N était peut-être pas le fait du hasard, mais la conséquence d'un passé qui avait fini par les rattraper. Et si tel était le cas, que leur était-il arrivé? Était-il encore vivant quelque part, contraint au silence? Ou avait-il payé de leur vie les erreurs de Pierre? Au presbytère, Père Étienne passait des nuits blanches à prier pour cette famille disparue. Mais au fond de son cœur, une angoisse grandissait, car il commençait à se souvenir de détails qu'il avait négligés, de signes qu'il n'avait pas su interpréter. Et surtout, il ne pouvait chasser de son esprit cette dernière conversation avec Sylviane, ses larmes, sa détresse, et cette phrase qui résonnait encore dans sa mémoire. « Promettez-moi de vous souvenir que nous étions une famille heureuse », comme si elle avait pressenti que cette image de bonheur familial allait bientôt s'effacer, ne laissant derrière elle qu'un mystère que même le temps ne parviendrait pas à élucider. Elle était 1981, s'écoula dans une atmosphère pesante à Saint-Romain-sur-Lignon. Le village, habituellement animé par le retour des vacanciers et les fêtes traditionnelles, semblait porter le deuil d'une famille qu'on ne retrouvait pas. Les recherches officielles s'espaçaient, mais l'obsession collective demeurait. Chaque conversation finissait par revenir aux Moreau, à leur mystérieuse disparition, aux questions sans réponse qui hantaient les esprits. Le capitaine Roussel avait remonté la piste des créanciers de Pierre jusqu'à Lyon. Il avait interrogé des hommes au visage fermé, au regard fuyant, qui niaient toute implication dans cette affaire. Selon eux, Pierre avait remboursé ses dettes avant de quitter la ville. « Nous ne sommes pas des monstres », avait déclaré l'un d'eux. « Nous récupérons notre argent, c'est tout. Nous ne nous attaquons pas aux familles. » Mais l'enquêteur avait acquis suffisamment d'expérience pour savoir que les mots et la réalité ne coïncident pas toujours dans ce milieu. Il avait néanmoins élargi ses recherches, contacté d'autres services de police, lancé des avis de recherche dans toute la France. La Renault 12 blanche restait introuvable, comme si elle s'était volatilisée avec ses occupants. À Saint-Romain, la vie tentait de reprendre son cours normal. Mais quelque chose était cassé dans l'harmonie du village. Les habitants se regardaient différemment.
cherchant dans le regard de leurs voisins des indices, des complicités cachées. Car si une famille pouvait disparaître ainsi, sans laisser de traces, c'est que quelqu'un savait quelque chose. Quelqu'un gardait un secret. Père Étienne ressentait cette suspicion diffuse qui pesait sur la communauté. Lors des messes dominicales, il voyait les visages fermés, les conversations qui s'interrompaient à son approche. Lui-même était rongé par le doute. Avait-il failli à sa mission pastorale? Aurait-il dû insister davantage quand Sylviane était venue le voir, si troublée? Avait-il raté des signes qui auraient pu sauver cette famille? Un soir de septembre, alors qu'il se promenait dans le cimetière pour apporter des fleurs sur la tombe de ses prédécesseurs, le prêtre fut abordé par Marguerite Vidal. La voisine des Moreau avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Ses cheveux avaient blanchi, son regard s'était creusé. « Mon père, dit-elle d'une voix tremblante, il faut que je vous dise quelque chose que je n'ai pas osé avouer aux gendarmes. » Père Étienne s'arrêta, le cœur battant. Depuis des mois, il espérait qu'un témoin se manifesterait, qu'un détail oublié ressurgirait pour éclairer ce mystère. « Je vous écoute, ma fille. » Le vendredi soir, avant leur disparition, j'ai entendu des voix dans leur jardin. Il était tard, peut-être 11 heures. Je me suis levé pour regarder par la fenêtre. Il y avait une voiture inconnue dans leur allée et j'ai vu Pierre qui parlait avec un homme. Il semblait agité. L'homme avait l'air en colère. « Pourquoi n'en avez-vous pas parlé plus tôt ?» Marguerite baissa les yeux, honteuse. « Parce que j'ai eu peur. L'homme m'a vu à la fenêtre. Il m'a regardé. Et j'ai eu l'impression qu'il gravait mon visage dans sa mémoire. Le lendemain, quand j'ai appris leur disparition, j'ai pensé que si je parlais, elle ne termina pas sa phrase. Mais Père Étienne comprit. Dans un petit village, quand le malheur frappe, la première réaction est souvent la protection de soi-même et de sa famille. Cet homme, pouvez-vous le décrire? Grand, la cinquantaine peut-être. Il portait un costume sombre et avait cette façon de se tenir. Une très droite, très rigide, comme un militaire. Et ses yeux, mon père, j'ai rarement vu des yeux aussi froids. Cette description correspondait aux témoignages recueillis sur l'homme qui rôdait autour du village. Père Étienne encouragea Marguerite à contacter la gendarmerie, mais elle refusa catégoriquement. « Non, mon père, j'ai trop peur. Et puis, à quoi bon ? Ils ont disparu, c'est fini. Parler maintenant ne les ramènera pas. » Le prêtre respecta sa décision. Mais cette révélation le troubla profondément. Il commençait à reconstituer les dernières heures de la famille Moreau. Une visite nocturne, une confrontation avec un inconnu, puis le silence. Que était-il passé dans cette maison après le départ de l'homme mystérieux? L'automne arriva avec ses brumes matinales et ses après-midi dorés. Les touristes repartis, le village retrouvait son rythme paisible, mais l'affaire Moreau demeurait dans tous les esprits. Les enfants de l'école évitaient de passer devant l'ancienne maison de Julien et Émilie, désormais fermée et silencieuse. Quelques-uns prétendaient avoir vu des ombres derrière les volets, mais était là, fantaisie d'enfants impressionnés par le mystère. En novembre, le propriétaire de la maison, un vieil homme de Le Puy-en-Velay, qu'il avait loué aux Moreau, vint constater l'état des lieux. Il fut accompagné par le maire et Père Étienne. L'intérieur était resté exactement dans l'état où l'avait trouvé le brigadier Lenoir des mois auparavant. Une couche de poussière était déposée sur les meubles, mais tout était à sa place, comme si la famille allait revenir d'un moment à l'autre. « C'est troublant », murmura le maire en parcourant les pièces. « On dirait qu'ils vont rentrer pour le dîner. » Dans la chambre des enfants, le propriétaire découvrit un détail qui avait échappé aux enquêteurs. Sous le lit d'Émilie, coincé entre le matelas et le sommier, il y avait un petit carnet rose, le journal intime que la fillette avait reçu pour son 6e anniversaire. Les dernières pages, écrites de cette écriture maladroite des enfants qui apprennent, racontaient les peurs d'une petite fille qui ne comprenait pas pourquoi sa maman pleurait si souvent. « Maman a encore parlé avec le monsieur méchant », avait écrit Émilie. Papa était parti au travail.
Le monsieur a dit des mots pas beaux et maman a pleuré. Julien m'a dit qu'il fallait pas écouter, mais moi j'ai peur. Et cette phrase, sur la dernière page utilisée, maman a dit qu'on allait peut-être déménager encore. Moi je veux pas partir. J'aime bien Madame Rousseau et mes copines. Le carnet fut remis au capitaine Roussel, qui y vit la confirmation de ses soupçons. La famille Moreau vivait sous une menace constante, une pression qui finissait par user les nerfs de Sylviane et inquiéter les enfants. Mais Pierre, lui, semblait déterminé à protéger sa famille, quitte à prendre des risques. L'hiver 1981 fut particulièrement rigoureux. La neige recouvrit Saint-Romain d'un manteau blanc qui semblait vouloir effacer les traces du passé. Mais dans les chaumières, au coin du feu, on continuait à parler des Moreau. Les hypothèses se multipliaient, se contredisaient, se transformaient au gré des conversations. Certains étaient convaincus que Pierre avait fui avec sa famille pour échapper à ses créanciers. D'autres pensaient qu'ils avaient été enlevés, peut-être même tués. Les plus optimistes espéraient qu'ils avaient réussi à recommencer une nouvelle vie ailleurs, sous de fausses identités. Père Étienne, lui, ne cessait de retourner dans sa mémoire cette dernière conversation avec Sylviane. Il y avait quelque chose dans ses paroles, dans son attitude, qui lui échappait. Comme si elle avait voulu lui dire quelque chose d'important sans oser le formuler clairement. Un soir de février 1982, alors qu'il préparait son sermon pour le dimanche suivant, le prêtre eut une illumination. Il se souvenait maintenant d'un détail qu'il avait négligé sur le moment. Quand Sylviane était venue le voir pour se confesser, elle avait mentionné quelque chose d'étrange. Elle avait dit « Père, si nous devions partir loin d'ici, est-ce que Dieu nous retrouverait quand même ?» Sur le moment, il avait interprété cette phrase comme une réflexion philosophique sur l'omniprésence divine. Mais maintenant, il comprenait que C était un appel au secours déguisé. Sylviane savait qu'ils allaient devoir partir. Elle pressentait que leur fuite serait définitive, sans retour possible. Cette révélation tardive renforça sa culpabilité. Il aurait dû insister, poser des questions, proposer son aide. Peut-être aurait-il pu empêcher le drame. Mais il était trop tard maintenant. La famille Moreau avait disparu dans la nature, et seul Dieu savait ce qu'elle était devenue. Le printemps 1982 marqua le premier anniversaire de la disparition. Le capitaine Roussel était resté en contact avec le village, mais l'enquête officielle s'enlisait. Sans nouvelles pistes, sans témoins supplémentaires, sans traces matérielles, il devenait impossible de progresser. Le dossier fut classé, mais pas fermé. Il rejoignit ces affaires non élucidées qui hantent les placards des gendarmeries dans l'espoir qu'un jour, une révélation inattendue viendrait éclairer le mystère. À Saint-Romain, la vie avait repris son cours, mais quelque chose avait changé à jamais. La confiance naïve des habitants en leur petit paradis rural était écroulée. Ils avaient découvert que le mal pouvait frapper partout, même dans leur village paisible. Même les familles les plus respectables. La maison des Moreau fut finalement vendue à l'automne 1982. Les nouveaux propriétaires, un couple de retraités de Lyon, furent accueillis avec une politesse distante. Ils rénovèrent entièrement l'intérieur, comme pour chasser les fantômes du passé. Mais les anciens du village continuaient à l'appeler la maison des Moreau, perpétuant malgré eux le souvenir de cette famille disparue. Père Étienne vieillit rapidement dans les années qui suivirent. Le poids de la culpabilité et du mystère non résolu usait ses forces. Il avait beau prier, chercher dans la foi un réconfort à ses tourments, il ne parvenait pas à oublier cette famille qui avait fait confiance à sa protection spirituelle et qu'il n'avait pas su sauver. Parfois, pendant ses promenades solitaires dans la campagne environnante, il se surprenait à chercher des indices, des traces oubliées qui pourraient révéler le sort des Moreau. Il inspectait les granges abandonnées, les puits oubliés, les chemins perdus. Mais la terre de Haute-Loire gardait jalousement ses secrets. Les années passèrent, transformant peu à peu le mystère en légende locale. Les nouveaux habitants du village découvraient l'histoire par bribes, dans les conversations de bistrot ou les confidences de voisinage.
Certains s'en amusaient, d'autres s'en inquiétaient. Mais tous finissaient par être touchés par cette tragédie sans dénouement qui planait sur leur quotidien. Et puis, un jour d'octobre 2010, près de 30 ans après la disparition, la routine tranquille de Saint-Romain fut bouleversée par une découverte qui allait rouvrir toutes les blessures et révéler des secrets que personne n'avait imaginés. Car parfois, la vérité attend patiemment son heure, cachée dans l'ombre, avant de surgir et de tout changer. Le matin du 15 octobre 2010, Didier Perrin et son équipe d'ouvriers se présentèrent sur le chantier de rénovation de l'ancienne maison paroissiale de Le Puy-en-Velay avec l'entrain habituel des hommes qui commencent une nouvelle mission. Cette bâtisse du 19e siècle, léguée à la municipalité par la paroisse, allait être transformée en bibliothèque municipale. Un projet ambitieux qui redonnait vie à un lieu chargé d'histoire. Didier, chef de chantier expérimenté, avait supervisé la rénovation de dizaines de bâtiments anciens dans la région. Il connaissait les surprises que réservaient ces vieilles pierres, cloisons oubliées, caves secrètes, trésors architecturaux dissimulés sous des couches de plâtre. Mais ce qu'il allait découvrir ce jour-là dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. Le programme de la journée était simple, démolir la vieille garagiste en bois qui jouxtait la maison principale. Cette construction bancale, ajoutée dans les années 60, défigurait l'ensemble et devait disparaître pour laisser place à un jardin de lecture. Didier avait estimé qu'une journée suffirait pour cette démolition. Vers 10 heures du matin, alors que ses hommes s'attaquaient aux planches vermoulues du toit, quelque chose attira l'attention de Didier. En soulevant une tôle ondulée, il aperçut une forme métallique qui brillait sous la poussière. Au début, il pensa à une ancienne cuve à mazout ou à un réservoir d'eau oublié. Mais en dégageant davantage les débris, il réalisa qu'il s'agissait d'un véhicule. « Les gars, venez voir ça !» appela-t-il ses ouvriers. Ce qu'ils découvrirent les laissa sans voix. Sous un amas de planches pourries, de tôles rouillées et de bâches en plastique, apparaissait une automobile des années 70 ou 80 parfaitement conservée. Une Renault 12, blanche sous la poussière, avec ses formes caractéristiques et ses chromes ternis par le temps. Laurent, le plus jeune de l'équipe, se faufila entre les débris pour examiner la plaque d'immatriculation. Elle était encore lisible sous la crasse. 3847 QL43. « Chef, vous croyez qu'on doit prévenir la police ?» demanda-t-il, troublé par cette découverte inattendue. Didier réfléchit un instant. Dans son métier, il avait appris à ne pas poser trop de questions sur ce qu'il trouvait dans les vieilles maisons. Mais une voiture entière, cachée dans une garage, cela dépassait les découvertes habituelles. Oui, je pense qu'il vaut mieux les prévenir. On ne sait jamais. L'appel fut passé vers 11 heures. À midi, 2 gendarmes de la brigade de Le Puy-en-Velay arrivèrent sur le chantier. Le brigadier-chef Thomas Duval, un homme dans la quarantaine qui avait vu passer bien des affaires étranges, examina le véhicule avec attention. 1981, lut-il sur la vignette d'assurance encore collée sur le pare-brise. Cette voiture est là depuis près de 30 ans. Il fit le tour du véhicule, notant chaque détail. L'autocollant du sanctuaire de Lourdes sur le pare-choc arrière, les éraflures sur l'aile avant droite, l'intérieur en velours beige qui sentait encore faiblement le parfum de son ancienne propriétaire. Dans la boîte à gants, il trouva les papiers du véhicule au nom de Pierre Moreau, domicilié à Saint-Romain-sur-Lignon. Le nom lui disait quelque chose. De retour à la brigade, il consulta les archives et tomba sur le dossier de la disparition de 1981. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler de façon troublante. « Mon Dieu !» murmura-t-il en comparant les données. « C'est la voiture de la famille disparue. » Cette découverte provoqua un séisme dans les services de gendarmerie de Haute-Loire. L'affaire Moreau, classée depuis des années, revenait brutalement sur le devant de la scène. Le capitaine Jean-Luc Martineau, successeur du capitaine Roussel parti à la retraite, fut chargé de rouvrir l'enquête. L'examen minutieux de la Renault 12 révéla des éléments troublants. Dans le coffre, les enquêteurs trouvèrent un sac de courses du supermarché Mammouth de Le Puy-en-Velay,
Une chaîne qui avait fermé définitivement en 1985. Le sac contenait encore des jouets pour enfants, une poupée en plastique pour Émilie et un petit camion de pompiers pour Julien avec leurs prénoms écrits au feutre sur les emballages. Plus troublant encore, ils découvrirent un carnet de recettes appartenant à Sylviane. Ces dernières pages avaient été arrachées de façon brutale, comme si quelqu'un avait voulu faire disparaître des informations compromettantes. Sur la page qui précédait celle manquante, une recette de gâteau au chocolat s'interrompait brusquement, au milieu d'une phrase. Mais c'est l'examen du siège passager avant qui révéla l'élément le plus intrigant. Le dossier était entièrement rabattu en position couchée. Sur le cuir, l'équipe scientifique releva des traces d'usure particulières, comme si quelqu'un avait passé de longues heures allongé là, se retournant sans cesse. Quelqu'un a dormi dans cette voiture, conclut l'expert, ou alors a été contraint d'y rester allongé pendant un temps prolongé. L'enquête se concentra naturellement sur l'ancienne maison paroissiale et son précédent occupant. Père Étienne Morand avait vécu dans cette maison de 1975 jusqu'à sa mort en 2006. Un prêtre respecté, apprécié de ses paroissiens, qui avait consacré sa vie au service de la communauté catholique de Le Puy-en-Velay. Mais les témoignages recueillis sur ces dernières années révélèrent un homme de plus en plus solitaire, rongé par une mélancolie que personne ne s'expliquait. Après 1981, année de la disparition des Moreau, Père Étienne avait demandé sa mutation de Saint-Romain vers Le Puy. Un départ discret, justifié officiellement par des problèmes de santé. Et il était plus le même après son passage à Saint-Romain, se souvenait sœur Marguerite, une religieuse qui l'avait bien connue. Quelque chose l'avait profondément marqué. Il passait des heures en prière, comme s'il portait un fardeau terrible. La fouille minutieuse de l'ancienne maison paroissiale ne révéla rien d'autre. Mais dans la cave, les enquêteurs découvrirent que le sol en terre battue avait été refait à une époque récente. L'analyse des couches de terre montra qu'une partie avait été remuée vers 1981, puis recouverte de béton quelques années plus tard. Cette découverte justifia une fouille approfondie. Pendant 3 jours, les enquêteurs creusèrent méthodiquement, centimètre par centimètre. Ils ne trouvèrent rien d'humain, mais mirent au jour des objets troublants. Des vêtements d'enfants en partie décomposés, une montre d'homme arrêtée sur 23h47 et surtout un médaillon en or que Sylviane Moreau portait toujours au cou, selon le témoignage de sa sœur. Ces découvertes transformèrent la nature de l'enquête. Il ne s'agissait plus d'une disparition mystérieuse, mais très probablement d'un incident dramatique dont Père Étienne avait été témoin, voire complice malgré lui. Les archives diocésaines furent examinées avec attention. Dans les rapports annuels de Père Étienne, le capitaine Martineau découvrit des références obscures à l'épreuve de 1981 et à ses prières pour les âmes perdues. Plus explicite encore, une lettre adressée à l'évêque en 1985 dans laquelle le prêtre demandait à être relevé de ses fonctions. « Monseigneur, écrivait-il, je ne parviens plus à célébrer l'Eucharistie avec la sérénité nécessaire. Mes fautes passées pèsent sur ma conscience et je crains de ne plus être digne de la confiance que vous m'accordez. » La lettre n'avait jamais été suivie d'effet. Elle, évêque, avait refusé la démission de Père Étienne, l'encourageant à trouver dans la prière et la pénitence la voie du pardon divin. Mais c'est dans une Bible personnelle du prêtre, retrouvée parmi ses affaires, que les enquêteurs firent la découverte la plus troublante. Entre les pages du livre de Job, ils trouvèrent une photographie ancienne, jaunir par le temps. Elle montrait une scène de pique-nique champêtre. Un homme en habit civil souriait à l'objectif, entouré d'une femme et de 2 enfants. L'homme était indéniablement Père Étienne, plus jeune, sans sa soutane. La femme ressemblait trait pour trait à Sylviane Moreau. Cette photographie bouleversa toutes les certitudes. Elle prouvait l'existence d'un lien entre le prêtre et la famille disparue. Un lien bien antérieur à leur installation à Saint-Romain. Mais de quelle nature
était cette relation? Et comment expliquer qu'elle ait été soigneusement dissimulée? L'enquête approfondie sur le passé de Père Étienne révéla une vérité douloureuse que personne n'avait soupçonnée. Avant d'entrer au séminaire en 1970, Étienne Morand avait mené une vie civile. Il avait été marié, avait eu des enfants. Sa femme, Sylviane, et leurs 2 enfants, Julien et Émilie. Le mariage avait été brisé par la vocation religieuse tardive d'Étienne. En 1970, il avait tout quitté pour entrer au séminaire, abandonnant sa famille pour répondre à ce qu'il considérait comme un appel divin. Sylviane, restée seule avec les enfants, avait refait sa vie quelques années plus tard avec Pierre Moreau, qui avait adopté les enfants et leur avait donné son nom. Cette révélation transformait complètement la perspective de l'affaire. Les 2 visites mystérieuses que recevait Sylviane N étaient autres que celles de son premier mari, le père biologique de ses enfants. Les pleurs, la détresse, les supplications du secret s'expliquaient enfin. Étienne réclamait le droit de voir ses enfants, menaçait peut-être de révéler la vérité à Pierre, de détruire cette nouvelle vie familiale si fragile. La reconstitution des derniers jours de la famille Moreau prenait une tournure tragique. Le vendredi soir précédant la disparition, Étienne était venu pour un ultime face-à-face avec Pierre. Peut-être pour tout avouer, peut-être pour réclamer ses droits de père. La confrontation avait mal tourné. Dans sa version des faits reconstituée par l'enquête, Pierre avait appris ce soir-là que les enfants qu'il chérissait n'étaient pas les siens, que sa femme lui avait menti pendant des années. La rage, la déception, le sentiment de trahison avaient provoqué un drame dont Père Étienne avait été témoin impuissant. Le reste ne pouvait être que conjecture. Peut-être Pierre avait-il menacé de tout révéler publiquement, de détruire la réputation d'Étienne. Peut-être avait-il perdu le contrôle de lui-même. Peut-être les enfants avaient-ils tenté d'intervenir, de protéger leur mère. Ce qui était certain, c'est qu'Étienne S. était retrouvé seul face aux conséquences de ce drame familial. Prêtre depuis peu, homme d'église respecté, il ne pouvait révéler la vérité sans se détruire lui-même. Il avait donc choisi le silence, cachant les preuves de ce qui s'était passé, emmenant cette voiture témoin loin de Saint-Romain, la dissimulant dans sa nouvelle paroisse. Pendant 25 ans, il avait porté ce fardeau seul. Ses prières incessantes, sa mélancolie croissante, ses demandes de démission répétées s'expliquaient enfin. Il cherchait dans la foi un pardon qu'il ne parvenait pas à s'accorder. Quand la maladie l'emporta en 2006, Père Étienne mourut sans avoir jamais révélé son secret. Il emporta dans la tombe la vérité sur ce qui était arrivé à sa première famille, laissant derrière lui seulement des indices éparpillés et une voiture cachée qui finirait par tout révéler. L'enquête se termina sur ces conclusions. Faute de témoins vivants et de preuves formelles, le dossier fut une nouvelle fois classé, mais cette fois avec des réponses. La famille Moreau n'avait pas disparu mystérieusement. Elle avait été victime d'un drame familial dont les ramifications avaient détruit toutes les vies impliquées. À Saint-Romain-sur-Lignon, la révélation de la vérité provoqua un choc profond. Les habitants découvraient que leur ancien curé, cet homme qu'ils avaient respecté et aimé, portait un secret terrible. Certains se sentaient trahis. D'autres éprouvèrent de la compassion pour cet homme déchiré entre ses devoirs de père et sa vocation religieuse. La plaque discrète à l'entrée du village prit un sens nouveau. Certaines histoires, le temps ne les efface jamais. Car effectivement, 30 ans après les faits, la vérité avait fini par surgir, révélant la complexité des âmes humaines et la force destructrice des secrets de famille. Aujourd'hui encore, quand on traverse Saint-Romain-sur-Lignon, on peut ressentir le poids de cette histoire. Elle rappelle que derrière la façade paisible des petites communautés rurales se cachent parfois des drames d'une intensité bouleversante. Elle nous enseigne aussi que l'amour, même le plus sincère, peut parfois mener aux pires catastrophes quand il se heurte aux conventions sociales et aux mensonges du passé. Cette histoire vous a-t-elle touché au cœur ?
a-t-elle réveillé en vous des émotions profondes? Des questionnements sur la nature humaine et ses mystères? Si c'est le cas, nous vous invitons à nous le faire savoir en laissant un commentaire. Partagez avec nous vos réflexions, vos émotions, car c'est dans cet échange que naît la vraie connexion humaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires vraies qui marquent les âmes et révèlent la complexité de la condition humaine. Votre soutien nous encourage à continuer ce travail de mémoire et de vérité. Ensemble, préservons ces histoires que le temps n'efface jamais. End of story.